de Haute-Normandie, délégué à l'accompagnement des entreprises et au numérique, de venir sur scène pour y représenter Nicolas Mayer-Rossignol, le président du Conseil régional de Haute-Normandie. Je vais demander à Jean-Marie Meunier, vice-président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, délégué au développement économique et à l'emploi, de venir représenter à cette table ronde Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional de Champagne-Ardenne. Allez-y, installez-vous. Alors, vous allez juste calculer qu'il me faut 3 places. Et voilà, il faudrait laisser 3 places. Donc, voilà. Encore un cran. Non, un cran vers moi. Voilà. Et Christophe Porquier, vice-président du Conseil régional de Picardie, qui va représenter, et non pas remplacer, Claude de Geverck, président du Conseil régional de Picardie. Alors, on va commencer la table ronde avec vous trois. On va peut-être même commencer avec Mélanie Mamry, conseillère régionale de Haute-Normandie. La plupart des régions ont déroulé des tapis rouges pour essayer d'attirer les industriels, essayer d'attirer les projets, les plans industriels et la kyrielle de sous-traitants qui les suivent toujours. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement en Haute-Normandie en ce sens ou pour accueillir le programme éolien ou pour accueillir des acteurs du programme éolien? Oui, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à excuser le président Nicolas Mayer-Rossignol, dont tout le monde sait à quel point ce sujet lui tient à cœur. Je crois que toutes les régions, la région de Normandie comme les autres, se sont mis en ordre de marche très tôt sur les sujets de l'éolien. Certes, la région de Normandie s'est très vite positionnée parce qu'on a une configuration géographique particulière, puisqu'on est parfaitement placé entre la capitale Paris et le monde via nos deux ports, Rouen et Le Havre, premier port européen céréalier pour l'un et l'autre quatrième port européen sur le commerce extérieur. Donc à partir de là, la région de Normandie qui a toujours eu une politique très très forte sur les filières, puisque c'est une région industrielle, a fait le choix de se positionner fortement dès 2009 par la création d'une filière énergie. Alors, quel travail a été effectué alors, dans un premier temps sur notre territoire et ensuite en coopération avec les autres régions, parce qu'effectivement, et je pense que mes voisins seront d'accord, même si il y a une coopération régionale, il faut aussi être honnête, chacun essaye et a essayé dès le départ de défendre au mieux son territoire. Donc dès 2009, la région Normandie s'est positionnée sur l'éolien offshore en créant cette filière énergie, tout simplement en allant chercher le développement qu'il était possible d'avoir pour que l'on puisse au mieux profiter des emplois directs et indirects et au final de l'emploi que cela allait créer en région. Nous avons ainsi mis en place différents dispositifs dont le premier qui a été abordé tout à l'heure est le projet WIN, qui certes aujourd'hui doit encore aboutir parce que tout le monde doit se mettre autour d'une table, État, collectivités et entreprises, pour pouvoir qu'il voit le jour, parce que tout simplement, si on n'est pas en capacité de montrer ce qu'on est capable de faire, il sera très compliqué de vendre à l'étranger et de se positionner correctement au niveau international. D'ailleurs, ce que les précédents intervenants disaient, je trouve que ça nous fait écho parce que il est important que le temps politique soit en bon accord avec le temps économique. Si nous ne sommes pas capables, nous en région, en sachant que la région est le niveau efficient au niveau économique, de se positionner correctement sur des sujets aussi importants qu'est l'éolien, effectivement, on sera incapable d'être compétitif. Toutes les régions ont en tout cas été capables de l'être. Donc la région de Normandie s'est positionnée sur le projet WIN, sur des coopérations interrégions pour créer des synergies avec ce qui pouvait être réalisé dans les régions voisines, mais également en développant en parallèle la formation qui était nécessaire pour avoir le vivier et être en capacité de répondre aux besoins des entreprises avec le campus des métiers et des qualifications
d'innovation à Fécamp, d'ailleurs le premier labellisé en France. Derrière, nous avons mis en place des appels à projets à destination des entreprises avec un portail pour faciliter les démarches que les PME pouvaient faire pour postuler dans ce type de dossier. Donc concrètement, que fait la région? Tout simplement, toute la région, et puis son président en tête, est en ordre de marche pour que la région Haute-Normandie, comme il l'a annoncé, devienne l'une des premières écorégions et se positionne. Alors on parle de Haute-Normandie, mais bientôt on devra parler de la région Normandie, en sachant que sur la Normandie, on aura 3 sites sur 6 éoliens offshore en France. Donc quoi qu'il en soit, c'est toute la collectivité qui est en ordre de marche pour répondre tant sur le plan de la formation, de l'économie, des besoins des entreprises, mais également de l'innovation et de la recherche, avec un centre qui va être créé à Rouen par Areva, pour qu'on soit en mesure de répondre à tous les besoins de notre territoire et bien évidemment en bonne intelligence avec nos régions voisines. Merci Ménel Mamri pour cette petite introduction. Jean-Marie Meunier, vice-président du Conseil régional Champagne-Ardenne, vision de la première région éolienne de France sur le développement de la filière. Finalement, la région est à la bonne échelle. La région, dimension actuelle de la région. Je vous remercie de me poser comme première question cette question qui renvoie aux actuelles régions dans leur composition territoriale. C'est pas obligatoirement par celle que j'aurais commencé, mais bon, on va s'y atteler. Vous savez, nous, les régions ne sont pas opposées à la réforme que le gouvernement a engagée sur le redécoupage territorial. On a simplement des petites choses à dire quant à la forme dont ça s'est passé, et notamment sur le fait de commencer par afficher une carte des nouvelles régions plutôt que de commencer par les compétences, par exemple, et la capacité qu'ont les territoires à lever la fiscalité, par exemple, donc se trouver des recettes propres, puisque tout le monde le sait ici maintenant, nos budgets sont contraints par les dotations de l'État à plus de 90 ou voire 95%. Donc il y avait des sujets de négociation à mener, mais voilà, les choses se font dans un ordre que nous n'avions pas privilégié. Alors pour ce qui est de notre région Champagne-Ardenne, on s'était risqué à envisager le découpage qui nous conviendrait. Et le découpage, c'était plutôt de se dire... on pourrait peut-être prendre sur la gauche, c'est-à-dire la Picardie, et puis sur la droite, la Lorraine. L'adjonction de ces 3 régions nous semblait pouvoir être pertinent sous une déclinaison d'arguments que je ne vais pas faire ici, mais qui nous semblait assez justifié. Puis on avait un plan B, parce qu'il faut toujours un plan B, mais celui-là ne se réalisera pas, puisque vu de notre petite région, comme on dit, il nous aurait semblé intéressant de pouvoir adjoindre... l'Aisne, par exemple, de la Picardie, qui a des accointances avec notre région actuelle, et puis la Meuse, pour arriver dans un périmètre à la fois territorial et humain qui correspondait aux premiers éléments qu'on nous avait communiqués et qui sont liés aux éléments de la réforme. Voilà, mais tout ça ne se fera pas comme ça, tout ça se fera par la voie des parlementaires, puisque ce sont les parlementaires qui décideront pour les territoires. Et de fait, je me dois de constater que vu de notre région qui, historiquement, avait déjà été quasiment créée un peu par défaut, je dirais, puisque ça représente une forme de barre entre les régions que je viens d'évoquer. On est un peu habitué à ne pas être obligatoirement très estimé. Donc, ça ne vous empêche pas de faire de l'éolien. Là, on a vu tout à l'heure les résultats. Oui, mais c'est ça. Mais vous savez, on a une région un peu particulière. Et ce qui explique peut-être sur la situation de l'éolien, à entendre les différents intervenants antérieurs, parler de délai de 10 ans pour construire des projets, on y viendra certainement après, mais nous, on atteindra notre objectif de 2020, certainement en 2016. Vous voyez, c'est une année importante. Voilà, vous allez avoir un sérieux problème. 2016. Vous atteignez votre objectif donc, du SRCAE ou du S3RENR? Oui. Du S3RENR. Alors, vous avez déjà demandé au préfet de le rediscuter? Écoutez, on est parti d'un principe. Alors, au-delà de l'éolien qui nous occupe aujourd'hui, on s'est dit en tant que conseillers régionaux, si nous mettons le sac à terre parce qu'il y a une réforme qui s'engage et que l'on ne sait pas demain dans quel territoire on va se trouver
dans quelle région, quelle appellation. Bon, oubliez la Picardie là pour l'instant et mettons par exemple au hasard Lorraine, Champagne-Ardenne. Ouais, nous on oublie tout le monde et pour l'instant on continue de travailler sur notre territoire champardonnais. Donc je pense qu'on va très prochainement, comme l'a évoqué Carmen Munoz tout à l'heure d'ailleurs, la directrice régionale de RDF, réouvrir le dossier pour savoir comment on peut atteindre une deuxième phase sur le projet éolien, puisque je voulais vous le dire tout à l'heure, on a une caractéristique d'avoir 53 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'on ne dérange pas grand monde en mettant des éoliennes en Champagne-Ardenne. Et que deuxièmement, certainement, la population agricole a trouvé un intérêt un peu particulier à pouvoir trouver par l'implantation d'éoliennes un complément de revenus. Je ne sais pas, moi il y a des choses comme ça qu'il faut essayer d'estimer, mais à mon sens il y a quelques explications à nos bons résultats. Et puis qu'il y avait du vent aussi quand même. Oui, 5e région vantée de France, je crois. Du coup là, vous ne pouvez pas toucher à votre schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables sans aller regarder le SRCAE au-dessus. Vous allez faire SRCAE, schéma éolien, S3RENR. Oui, mais on va rouvrir ce dossier-là. Moi, ça me semble très important. Je veux dire, il ne faut pas que sur les territoires, parce qu'il y a une réforme qui est suspendue au-dessus de nos têtes, qu'on arrête de réfléchir à ce que doit faire un territoire et à son développement, notamment son développement économique. Donc là-dessus, on ouvre tous les dossiers, on ne referme aucun tiroir. Au contraire, on a peut-être même plutôt tendance à ouvrir ceux qu'on n'avait pas envie d'ouvrir tout de suite. Christophe Porquier, vice-président du Conseil régional de Picardie, puisque finalement vous n'êtes pas regroupé avec Champagne-Ardenne, vous continuez à faire de l'éolien en Picardie. Alors, vision de la région Picardie aujourd'hui sur le sujet. On a pris le soutien de l'éolien à bras-le-corps, parce qu'on est parti du principe que le fait d'avoir un fort potentiel terrestre était un atout et qu'il fallait s'appuyer dessus pour que ça soit un atout pour le territoire en termes économiques aussi, qu'on n'ait pas seulement les mâts qui soient installés, mais aussi en bas des mâts, les activités et l'emploi pour la population, parce que nous, élus, c'est aussi... face à nos mandants, c'est une des premières exigences, c'est d'avoir de l'emploi. Dans une région où il y a un fort taux de chômage, 12% de chômage en Picardie. Donc il y aurait eu seulement des éoliennes sans l'emploi, c'était difficilement acceptable, et on parle beaucoup de l'acceptabilité dans l'éolien. Et ça fait partie des thématiques importantes pour que l'acceptabilité elle soit réelle au niveau des territoires. Et je ne sais pas combien de parcs éoliens j'ai inauguré depuis que je suis élu en 2010, mais à chaque fois, c'est l'occasion d'expliquer tout le travail qui est fait par la collectivité pour justement développer la formation sur le territoire avec maintenant une plateforme de formation qui s'appelle WindLab et qui a été inaugurée l'an passé, qui en est là maintenant à sa 3e session de formation, donc des personnes qui sont recrutées sur le territoire avec divers niveaux de qualification, avec divers aussi organismes de formation, publics avec le Greta, privés avec Promeo, qui interviennent, montrer que ce sont des gens qui habitent sur ce territoire, qui vont travailler là, sur les éoliennes qui sont à côté de chez eux. Et dans une période de crise économique que tout le monde constate, avoir une activité qui se maintient, qui là en ce moment redécolle un peu, c'est un bon signal à envoyer à nos concitoyens, de montrer que là il y a encore des secteurs où il y a encore de l'économie, où il y a de l'emploi qui se crée, où il y a des savoir-faire qui existent aussi, des personnes qui sont valorisées dans leur métier, et on sort d'une sinistrose ambiante qui est assez délétère. Et de ce point de vue-là, les énergies renouvelables globalement, la transition énergétique beaucoup plus globalement, et l'éolien pour le cas qui nous concerne, c'est un point d'appui. C'est un point d'appui pour montrer qu'on peut avoir un autre modèle de développement beaucoup plus positif sur un territoire et qui a des retombées locales. Alors la formation, la recherche aussi, parce qu'on travaille en lien étroit avec tout ce qui a un centre de recherche dans la région, mais l'Université de Picardie au premier chef, qui travaille là-dessus. On a des programmes sur la maintenance prédictive, un programme qui s'appelle WindSignal, il y en a d'autres qui sont faits avec des partenaires aussi d'entreprises. Et puis l'accompagnement des entreprises qui sont sur le territoire, c'est absolument fondamental parce qu'on est... La Picardie, des fois, on voit ça de loin, on se dit que c'est une région où il y a juste des champs, des betteraves et du blé. Mais non, c'est une région industrielle aussi, avec des bassins industriels dans l'Oise, mais aussi entre la Normandie et la Picardie, où il y a
tout un bassin industriel dans la Somme, dans l'Aisne également. Il y a une vieille région industrielle où il y a des savoir-faire de chaudronnerie, de plasturgie, etc., qui peut être réinvesti dans l'éolien et sur lesquels on travaille aujourd'hui de façon très étroite avec les entreprises elles-mêmes, avec le programme Windustry, sur lequel on a attaché une grande importance, et qui nous a permis d'accompagner pas mal d'entreprises. Et de toutes celles qu'on a accompagnées, les 3/4 d'entre elles aujourd'hui sont sélectionnées dans le rush final de sélection de ce parcours du combattant qui est Windustry pour être dans ceux qui sont accompagnés. Ce qui veut dire qu'au final, vous représentez combien de pourcents de toutes les entreprises Windustriées ? Combien d'entreprises Picardes représentent Oui. Je crois que c'est 20% du 20% du total final, sont des entreprises Picardes. Oui. Alors vous talonnez, on a vu sur les chiffres présentés par Carmen Munoz de RDF tout à l'heure que vous talonniez Champagne-Ardenne. Est-ce que vous aussi, vous arrivez en 2016 à saturation de votre S30NR ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez demander au préfet rapidement de revoir la copie ? On n'en est pas encore là. D'abord parce que là aujourd'hui, on est à 1200 mégawatts sur 2800. Alors il y a une file d'attente derrière qui arrive. On n'est pas encore tout à fait au maximum. Ça a avancé un peu plus vite chez mon voisin Champagne-Ardenne qui sont en train de déstocker un peu plus. Mais après, il y a d'autres. Oui, après, est-ce que c'est des éoliennes de puissance supérieure ? Est-ce que c'est une révision de la carte ? Aujourd'hui, il ne m'appartient pas de le dire. Il faut déjà aller jusqu'au bout de cette démarche-là, parce qu'elle est déjà elle-même extrêmement volontaire. Moi, à titre personnel, je ne suis pas opposé à ce qu'on fasse plus d'éoliens. Mais à chaque fois, dire ça veut dire qu'il y a un nouveau contrat à passer avec un territoire, où il doit y avoir de l'acceptabilité, où il y a de nouvelles contraintes. Et on voit des contraintes, des fois, il en arrive des nouvelles. Avec les militaires, on l'a vu récemment. Donc voilà, il ne suffit pas de le vouloir, il faut le vouloir, mais le vouloir aussi intelligemment pour que ça se passe bien. Mélanie Mamry, on vient d'entendre parler de la plateforme WinLab. Vous nous avez parlé du projet Wind, et puis je crois que le président Mayer-Rossignol veut aussi une plateforme. Est-ce qu'il y a une cohérence entre toutes ces plateformes ? Il ne va pas y en avoir une dans chaque région. Donc comment est-ce que vous la collaborez ? Prenez chacun un micro, regardez, il y en a encore un là-bas qui est tout seul, abandonné. Donc est-ce qu'il y a une cohérence à partir du moment où on est à peu près sûr qu'il n'y en aura pas, ou en tout cas pas tout de suite une par région, comment est-ce que vous entrevoyez les choses ? Mélanie Mamry, pour commencer. Alors, est-ce qu'il y a Il va démarrer. Micro vert, s'il vous plaît. Vert HF. C'est bon ? C'est bon. Est-ce qu'il y a une cohérence ? Bien entendu qu'il y a une cohérence. Et comme je le disais en introduction, cela va de soi. Je pense que chaque région essaye de développer un maximum de choses sur son territoire. Enfin, ce serait mentir que de dire on n'essaiera pas d'avoir la plateforme de formation, parce que derrière, il y a aussi une cohérence géographique. Nous, on est très proche de la Picardie, très proche de la Basse-Normandie, qui sera bientôt la Normandie. Mais par exemple, dans la Haute-Normandie, il y a le département de l'Eure. Est-ce que la Haute-Normandie, c'est pas que la Seine-Maritime. Derrière, il faut aussi être en capacité d'offrir à tous les citoyens de notre région les bénéfices que l'on pourra tirer de cette politique qui se met en place. Donc, est-ce que chaque région va créer sa plateforme ? Est-ce que chaque région voudra... Parce qu'en filigrane, ce que vous demandez, c'est comment les régions vont se partager le gâteau, en fait. C'est à peu près ça. Je ne crois pas que ce soit une question de se partager un gâteau. Je crois que derrière, chacun devra en bonne cohérence développer les outils nécessaires, que ce soit sur la recherche, sur la formation, par rapport aux besoins de son territoire, sur le territoire dit. Derrière, effectivement, et WinLab, c'est un projet que l'on fait en commun avec la Picardie, qui était initié par la Picardie, mais que la Haute-Normandie finance également, tout comme aussi des coopérations avec la Basse-Normandie. Alors, comment s'articulent ces différents projets ? Chaque région se positionne. Lorsque la région Normandie s'est positionnée sur la plateforme de recherche et développement à Rouen, ça a été suite au travail réalisé avec Areva. Et il y avait une logique par rapport à la présence de l'INSA qui se trouve à Rouen, dans la technopole du Madrien. Enfin, toutes les décisions qui sont prises par
les élus que nous sommes, c'est aussi la responsabilité que nous prenons. Il y a une cohérence sur le territoire que nous défendons. C'est pas, on ne sort pas des projets du chapeau, il y a une cohérence territoriale sur ce que nous proposons de développer sur nos territoires. Et effectivement, lorsqu'on voit le positionnement de la région Normandie sur l'éolien offshore, effectivement, il y a une cohérence à avoir une plateforme de formation importante à Fécamp lorsqu'on voit les deux parcs qu'il y aura, que ce soit à Tréport, au Tréport et à Fécamp. Donc il y a des cohérences dans toutes les décisions politiques qui sont prises. Il y a forcément une énorme cohérence puisque derrière, ce sont des deniers publics. Jean-Marie Meunier, vous formez des techniciens que vous envoyez un petit peu partout en France. Ben oui, c'est aussi d'un autre côté tout à fait ouvert aux autres, parce que nous ne voulons pas garder sur notre sol, notre territoire, tous les jeunes que nous formons. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas de retard sur l'aspect de la formation, puisqu'on a eu un lycée professionnel qui s'est engagé très tôt, qui a accepté très tôt d'appréhender la dimension de l'éolien. Et aujourd'hui, sur la Champagne-Ardenne, on a 5 diplômes qui vont du Bac+2 au Bac+5. On a 4 centres de formation qui sont répartis sur 3 départements de notre région. Et ça nous permet de faire sortir sur le marché du travail à peu près 120 professionnels de l'éolien chaque année. Et nous devrons être pas loin de 1400 jeunes formés comme ça. Alors bien sûr, on forme à la limite pour qu'ils aillent travailler ailleurs, mais on les forme pour qu'ils restent travailler au pays, comme on dit. Parce qu'il y a aussi des équipes de maintenance. Et les maintenances, généralement, on vient les chercher au plus près possible des parcs éoliens. Et c'est une des composantes du développement de l'éolien qui nous semble le plus intéressant sur la capacité à trouver les salariés liés à la maintenance, j'allais dire de proximité géographique par rapport à l'implantation des éoliennes. Parce qu'on regarde donc bien sur le fond du développement économique qui est lié à cette filière. Je crois vous avoir dit l'an dernier qu'on avait vu un peu l'éolien arriver quand on a vu les convois exceptionnels arriver sur nos routes. Donc ça voulait dire qu'on n'avait pas été très malin ou très futé à l'époque. Et que depuis, ça s'est largement développé. Mais on a du mal, on a des difficultés à trouver les bons maillons, les bons relais, les bonnes entreprises qui acceptent de s'engager. On a sur notre territoire une forte tradition métallurgique, par exemple, et on sent qu'il n'y a pas une empathie particulière pour se diriger vers le secteur de l'éolien. Or, c'est quand même pour nous important. Alors, on va essayer de travailler mieux sur, au-delà de la maintenance, sur la sous-traitance, et voir comment, lorsque on est obligé d'entretenir les éoliennes, quel type d'activité pourrait être prise sur notre territoire. Ça, c'est un travail de persuasion à faire parce qu'on s'aperçoit que sur le programme qui a été lancé avec Windustry, les Champs-Ardennais ne se sont pas bousculés non plus au portillon pour candidater sur ce genre d'activité. Et puis, comme nous avons réfléchi à la fin du schéma régional de développement de l'emploi et de l'économie sur ce que pourrait être une économie de demain, mais à proximité. On a réfléchi aux horizons 2020, on s'est calé sur les programmes, les fonds européens par exemple, et puis la fin de certains schémas. On s'est dit qu'il était peut-être intéressant, puisqu'on a des éoliennes qui sont déjà vieilles chez nous, d'envisager ce qu'on fait d'une vieille éolienne, quoi. Et ça nous semble un sujet qui pourrait être intéressant, sur lequel on pourrait se positionner peut-être un peu plus facilement que sur la qualité que l'on a à pouvoir contribuer à la construction de ces machines formidables. Donc on est là-dessus. Et on est aussi sur, par exemple, comment faire du contrôle non destructif par rapport à la maintenance des éoliennes, parce que c'est un autre sujet qui nous semble important pour essayer de minimiser les coûts. C'est ce que les intervenants disaient tout à l'heure. Je crois que là, on a des sujets de discussion qui sont posés. Alors, on a pris l'habitude, dans le cadre de notre Champagne-Ardenne 2020, tant pis, hein, on appellera ça autrement s'il faut l'appeler autrement, on a identifié un certain nombre de filières. La filière de déconstruction, reconstruction, recyclage est une filière que nous avons priorisée. Nous avons pour cela déjà engagé une conférence annuelle de l'éolien, mais aussi de cette filière. Et puis, on va recroiser tout ça pour voir comment on peut arranger de notre place de conseil régional, qui
qu'il y ait une place d'essayer d'être des assembleurs, des facilitateurs, pour que les différents acteurs concernés puissent trouver des objectifs communs. Et là-dessus, on s'est déjà engagé à les accompagner financièrement si besoin était. Christophe Porquier, pour la région Picardie. Je vous ai vu échanger brièvement là. C'est au sujet de la plateforme. Vous vous êtes mis d'accord. Comment Non, mais vous posiez une bonne question. Et est-ce que chaque région doit faire son travail dans son coin, ou est-ce que on doit coopérer? C'est vrai que en France, le fait d'être très centralisateur, on pousse facilement les collectivités à se faire concurrence entre elles, que ce soit les communautés de communes, les régions, les départements. Bon, chacun a un peu essayé de jouer leur partition. Or, nous sommes tous dépositaires d'une petite partie de l'intérêt général. Et le mot d'ordre doit être la coopération, afin de ne pas faire des projets qui empiéteraient les uns sur les autres. Et ça, c'est dans le partenariat qu'on doit avoir les uns avec les autres, qu'on peut trouver les solutions. Il est évident que la Picardie ne va pas se positionner grâce à la puissance de ses ports et son accès à la mer. Donc c'est pas le port du Crotoy qui va être le port d'attache de l'éolien en mer. C'est aussi les représentants de GDF Suez et d'Areva ici présents me disent le contraire, ce serait surprenant. Mais voilà, donc chacun a ses atouts. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette au pot commun. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une convention avec la Haute-Normandie sur le projet WindLab, et qui pourra évoluer favorablement demain avec l'émergence des projets offshore. On a des spécificités universitaires, des écoles d'ingénieurs, la Haute-Normandie à l'Essienne, Champagne-Ardenne à l'Essienne également, et chacun peut apporter dans la corbeille des éléments qui peuvent contribuer justement à renforcer la filière. Ça, c'est dans la coopération. Et ça tient aussi à, pas seulement, ça tient pas que, ça va pas de soi. Hein. Il faut qu'il y ait du dialogue, et il faut qu'il y ait des acteurs territoriaux qui soient prêts à être dans cette idée de bonne volonté pour construire les choses. Vous venez d'évoquer à l'instant la puissance des ports Picard et l'accès à la mer. Moi, j'évoquais en tout début de table ronde les tapis rouges. Il faut bien voir que ces tapis rouges, enfin tout ce que vous avez mobilisé, c'est sur de l'argent public. Est-ce que ça vous a permis de structurer quelque chose, et est-ce que vous commencez à voir les retours de tout cet investissement pour accueillir les entreprises? Je vois que il y a différents chiffres. C'est pas toujours évident de voir quel est l'impact en emploi sur une région, parce qu'une entreprise va être en partie sur de l'éolien. Donc quel est l'emploi sur une entreprise qui a 50 emplois? Combien d'emplois peuvent être comptabilisés comme des emplois éoliens? Pas facile toujours de les comptabiliser. Donc on est sur une fourchette entre 500 et 1000 emplois. J'ai vu passer le chiffre de 640, qui me semble qu'il n'inclut pas tout, parce que quand on voit que notamment RTE localement a tout un travail de renforcement des réseaux pour accueillir les énergies renouvelables, etc., ça aussi, c'est de l'activité qui est induite. Donc il y a des choses qui sont... voilà, on est entre 500 et 1000, sur aujourd'hui un peu plus de 10 000 emplois éoliens, on est entre 10 et 12 000, je crois. Donc d'habitude, la Picardie, c'est à peu près 3% du territoire. Si je fais une petite règle de 3, voilà, on est plutôt aujourd'hui sur 6-7% de l'emploi éolien en Picardie. Donc je dirais que le bilan pour aujourd'hui, pour notre région, il est positif. Non seulement en termes purement quantitatifs d'emplois créés, mais aussi ce que ça peut impliquer de dynamique sur le territoire, parce qu'une entreprise en appelle une autre, parce qu'il y a aussi une culture de l'éolien qui s'installe dans les acteurs locaux, qui va être un partage. À la région, il y a une culture publique de l'éolien qui va être aussi partagée avec le département de la Somme, avec l'Adréal, avec d'autres acteurs publics, et puis aussi avec les acteurs privés sur le territoire, qui fait qu'il y a une émulation qui se crée. Alors je vous propose à tous les trois de